Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha. We're good. The last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line! Touchdown! 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 Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast Touchdown Actu numéro 367. Je suis Raoul Villeroy, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de NFL. Je suis cette semaine avec Grégory Richard. Salut Greg. Salut Raoul et bonjour à tous. Et vous avez l'habitude maintenant, le jeudi, on a Alain Mattei à la technique. Bonjour Alain. Bonjour. Le format du jeudi, comme chaque semaine depuis le début de la saison, le sujet du jour, l'affiche de la semaine, les pronos et vos questions. Pour le sujet, on va partir en NFC Est, dans la division de tous les dangers. Avec en plus dans l'actualité, c'est parfait, un nouveau quarterback pour Washington puisque Dwayne Haskins a été mis sur le banc, même troisième joueur quarterback de ce que j'ai vu. Et l'affiche, ce sera le choc, attention, un gros choc entre les Browns et les Colts. Greg, est-ce que tu es prêt? Pas pour le choc, mais allons-y. Il va le falloir. En tout cas, c'est parti pour un nouveau podcast. What's going on, family? This is Real Mike Robb, NFL analyst for NFL Network and former Super Bowl champion for the Seattle Seahawks. You are listening to the Touchdown Podcast. I love all my French people out there. Let's go! Mike Robb, quel frère, croisé évidemment à Miami pour le Super Bowl, toujours aussi enthousiaste. Grégory, rien à voir avec lui en l'occurrence, puisqu'on va partir en NFC Est. C'est un petit peu, alors donc dans l'actu on l'a dit, Dwayne Haskins n'est plus le quarterback titulaire des Washington Football Team en l'occurrence. C'est Kyle Allen qui va jouer à sa place. Bon voilà, cette NFCS elle démarre mal la saison. Pour l'instant il y a les Eagles qui sont en tête avec un bilan glorieux de 1 victoire, 2 défaites, 1 nul. Washington qui est derrière à 1 victoire, 3 défaites, à égalité avec Dallas à 1 victoire et 3 défaites, et les Giants à 0-4. Alors, pour tempérer d'abord un tout petit peu et après on pourra casser du sucre sur leur dos, il y a eu que un seul match en intra-division, en l'occurrence entre Washington et Philly en début de saison, avec Washington qui avait gagné. Donc les scores peuvent évoluer, sachant qu'il va bien falloir qu'il y ait des gens qui prennent des victoires, sauf s'ils font tous des égalités, mais on n'espère pas. Aujourd'hui, on va commencer par une question facile pour se lancer. Est-ce que c'est la pire division de la Ligue, Grégory ? Si on prend cette année, je pense qu'en tout cas, il y aura très très peu de doutes globalement. On est parti sur des standards plus ou moins corrects. Il y a peut-être des divisions, en tout cas, où on peut peut-être être un peu plus sceptique cette année. Mais en tout cas, oui, la NFCS malheureusement confirme l'état de délabrement global, parce qu'il faut pas oublier qu'il y avait quand même 3 changements de head coach, il me semble, sur les 4 équipes de la division. Donc, on s'attendait quand même à un minimum, à un petit regain de forme. Alors, certains me diront qu'il y a peut-être, ça prend peut-être un petit peu plus de temps que prévu, mais en tout cas, de ce qu'on en voit sur les premières semaines de compétition, ça a l'air d'être quand même très, très, très délicat, avec en plus les blessures qui n'aident pas pour certaines des franchises en question, notamment les Eagles et les Cowboys. En effet, oui, ça en fait clairement la plus mauvaise division à mes yeux de cette saison. Alors, trouvons-leur des excuses d'abord. Les pauvres, c'est pas que leur faute. Tu l'as dit, il y a des nouveaux coachs. Ils ont un calendrier qui est relevé parce qu'en l'occurrence, ils jouent la NFC Est dans leurs affrontements de division en NFC. Et la NFC Ouest, à l'inverse, c'est peut-être une des plus dures. Donc ça n'aide pas non plus pour le calendrier. Oui, non, clairement. Si on prend les Eagles, par exemple, qui sont donc à 1 victoire, 2 défaites et un match nul, en l'occurrence, on est en leader de la division. Les 2 défaites, je ne vais pas dire de bêtises, et pourtant si je vais en dire. Il y en a une contre Washington en l'occurrence. Il y en a une contre Washington, mais il y en a une autre également en effet contre les Rams. Donc c'est sûr que ça aide pas. Et en effet sur les confrontations directes, même si paradoxalement les Eagles viennent de gagner à San Francisco et contestent un petit peu cet état de fait. En effet, si on regarde le bilan final entre la NFC West et la NFC Est, je suis pas persuadé que le bilan sera forcément favorable aux franchises de l'Est.
Le bilan, on va peut-être pouvoir l'évaluer sur alors, la capacité à envoyer une équipe en playoff. De toute façon, mathématiquement, il y a une équipe qui va aller en playoff, c'est la règle en NFL. Pour rappel, on aime bien en reparler, Seattle en 2010 s'était qualifié à 7 victoires et 9 défaites, ce qui est la pire équipe statistique à s'être qualifiée. C'est la seule vainqueur de division avec un bilan négatif. Ouais. Je lisais sur Internet d'ailleurs qu'il y avait une évaluation qui avait été faite. C'était pas la pire équipe statistiquement en fait, c'était le pire bilan à aller en playoff. Mais la pire, c'était les Rams en 2004 qui apparemment étaient encore moins bons mais qui avaient fini à 8-8. Bon. Est-ce que là, on peut imaginer un truc genre Philadelphie à 6-9-1 à la fin de la saison en tête de la division? Bah moi, c'est ce qui m'inquiète un petit peu parce que, alors, c'est sûr qu'encore une fois, on va pas faire un atelier boule de cristal et s'amuser forcément à prédire toutes les défaites qu'il va y avoir. Mais si je prends l'exemple de Philadelphie, encore une fois, ils sont leaders avec une victoire, 2 défaites et un nul. On sait que les Eagles, à l'instar de ce qu'ils ont montré ce week-end, techniquement, à l'orgueil, ils peuvent taper n'importe qui avec une O-line quasiment intégralement à l'infirmerie. Attention, en parlant d'infirmerie, on parle des Niners qui ont justement la moitié de leur équipe Oui, non, mais voilà. Bah, après, voilà, si on se focalise essentiellement sur les équipes de la division, et si on prend le leader de division et bon, une équipe qui nous a souvent surpris, notamment au mois de décembre ces dernières années, une équipe des Eagles peut toujours nous surprendre, mais il y a quand même New Orleans au calendrier, il y a quand même Seattle au calendrier, parmi les équipes qui viennent à la maison, hein, il y a Baltimore également. Le déplacement de ce week-end à Pittsburgh, même si c'est un derby, c'est pas gagné non plus. Donc c'est vrai que déjà ça accumule éventuellement le nombre de rencontres qui sont à la portée des Eagles, et il va falloir aller créer, je pense, 1 ou 2 exploits éventuellement au vu de leur calendrier restant, parce qu'il y a clairement pas des matchs simples. Voilà, après. Franchement, réussir à trouver une équipe dans ce qu'on nous propose, même si encore une fois, il reste pas mal de semaines devant nous et on n'est pas à l'abri d'un momentum soudain trouvé par une des franchises. Voilà, notamment Dallas et Philadelphie qui sont peut-être les 2 principales équipes en lice pour éventuellement disputer ce spot en playoff. Il y a un calendrier qui va pas être simple et je le répète, c'est surtout 2 équipes qui, de ce qu'ils nous montrent depuis le début de la saison, ont presque qu'une seule escouade à disposition. Ce qui porte à bout de bras, à mon sens, depuis le début de la saison, les Eagles, c'est leur défense. Et ce qui porte les Cowboys, c'est l'attaque. Donc, et encore, ça n'a pas l'air de suffire, puisque même en mettant 500 yards, Dak Prescott n'arrive pas à gagner face aux Browns. Bon. C'est ça. Et d'ailleurs, tu fais bien de le mentionner. Tout à l'heure, je parlais de la NFC West en affrontement de division. En AFC, c'est la AFC Nord, et c'est pas non plus une gageure, dans la mesure où on a vu les Browns capables de faire des exploits. Les Ravens, c'est toujours difficile. Les Steelers aussi. Et les Bengals, il y a des signes positifs. Donc, vraiment, la NFC Est, il y a peu de choses qui plaident en leur faveur. Alors après, ils cèdent pas non plus entre eux. Hein. C'est-à-dire que là, Washington, on sait pas trop où on va. Parlons-en justement un peu, faisons un bilan un peu par équipe. Mais Washington, tu mets Dwayne Haskins sur le banc, il fait jouer Kyle Allen. Oui, il a joué pour Ron Rivera l'an dernier, mais est-ce que c'est vraiment une amélioration de ce qu'on a vu l'an dernier? J'en ai pas l'impression. Alors, Kyle Allen, ça a souvent été un joueur un peu, comment dire, un joueur difficile dont on a du mal, à vraiment interpréter sur la durée, vraiment l'impact. C'est sûr qu'à Carolina, l'année dernière, il avait agréablement surpris en relevant au pied levé Cam Newton dès la 3e semaine de compétition. Il me semble que les Panthers doivent commencer au moins par 4 victoires avec lui à sa tête. Il y a un très bon début et finalement ça finit en 5-8 pour lui. C'est assez délité, mais forcément parce que l'équipe en règle générale et surtout la défense qui a longtemps été une force des Panthers s'est écroulée petit à petit. Donc s'il arrive à retrouver justement cette défense, notamment ce front seven de Washington qui a l'air de faire le boulot, hein, comme on pouvait s'y attendre en début de saison, comme on pouvait l'espérer en tout cas, s'il arrive à compter sur une défense qui reste opportuniste, pourquoi pas. Après, il a toujours aussi peu d'armes en attaque, notamment dans le backfield offensif. On a beau avoir Antonio Gibson au four et au moulin, notamment à la réception. Il n'y a pas forcément de coureur capable de mettre un petit peu moins de pression sur ses quarterbacks de Washington. Alors peut-être qu'il jouera avec un peu moins de pression que ce que pouvait avoir Haskins, hein, qui a vraiment été mis dans les pires dispositions dès son arrivée en NFL. Allen a peut-être eu cette transition un peu plus simple en NFL, même s'il n'a pas un statut de numéro 1 absolu, très clairement. Mais c'est un des rares motifs de satisfaction et va vraiment falloir qu'il soit un game manager plus pour permettre à cette équipe de Washington d'être un peu moins à la rue offensivement.
Et tu disais, il est numéro 1, mais pas assuré. Le numéro 2, aujourd'hui, officiellement, c'est donc Alex Smith et plus Dwayne Haskins. Et on est donc à une blessure qu'on ne souhaite évidemment pas, hein, à Kyle Allen, mais en tout cas, disons, à une situation défavorable pour lui. De revoir Alex Smith au NFL, ce qui serait juste un petit miracle, étant donné l'état de sa jambe quand il s'était blessé. Pour la belle histoire, moi, je dirais presque pas non. Tu vois, ça serait sympa de le revoir. Bah, écoute, quand on voit la ligne des Redskins, des feux Redskins de Washington, ouais. Quand on voit la ligne de Washington, je me dis ce serait peut-être bien qu'il attende peut-être l'année prochaine. Est-ce qu'on peut vraiment lui souhaiter de rejouer? Pas sûr tout de suite. Je sais pas. Oui, enfin, je pense que c'est ce qu'il souhaite. Hein, il aurait pas entamé une si longue rééducation pour ne pas le faire, mais oui, c'est peut-être pas le moment le plus opportun. Les trois autres équipes, donc on l'a dit, Dallas, ils ont une attaque, mais qui ne suffit pas apparemment, tant la défense est ouverte. Philadelphie, c'est limite l'inverse. Et New York, alors New York, je m'étais marqué comme question, qui est le pire du pire? Je pense que la fiche et de manière générale ce qu'on en voit désigne les Giants comme malheureusement non seulement la pire équipe de cette division, mais peut-être une des pires de la ligue, puisque franchement, il n'y a rien qui m'inspire. Bah, ils vont être en lice jusqu'au bout. Hein. Je pense que c'est pas une découverte d'apprendre que les deux équipes new-yorkaises vont se battre jusqu'au bout dans la lutte pour le premier choix de draft. En tout cas, c'est ma perception. Et c'est vrai que, en l'occurrence, oui, je parlais rapidement des Cowboys et des Eagles, avec notamment des secteurs qui sont vraiment bien identifiables, en termes des squads fortes. Chez les Giants, c'est quand même difficile de réussir à placer ça en avant, que ce soit l'attaque ou la défense. Pour l'instant, c'est toujours en rodage. Peut-être la défense un tout petit peu au-dessus. Mais alors vraiment... mais parce qu'il faut en choisir un, quoi. Voilà, c'est ça. Si vraiment il fallait déterminer un secteur éventuellement où ils sont les moins pires, oui, peut-être la défense. Mais le chantier est tellement vaste que oui, en effet, c'est peut-être les seuls, et ça se voit aujourd'hui à leur fiche et à leur classement au sein de cette division peu flatteuse. C'est sûr qu'ils risquent d'être un petit peu à la traîne dans ce groupe-là. Et clairement dans le wagon pour éventuellement un top 5 voire un top 3 de draft. Tu sais qui est le meilleur coureur des Giants? Écoute, comme ça, je te dirais Daniel Jones. C'est tout à fait Daniel Jones à 137 yards en 18 courses, ce qui est pas honteux, ça fait 7,6 par course. Bon, pour un coureur non régulier, on prendrait, mais bon, la saison quarterback, c'est dommage. Oui. Non, mais juste pour dire, voilà, ça joue aussi contre lui dans le domaine aérien. C'est un peu le syndrome Kyler Murray, c'est-à-dire que on peut apporter un syndrome double menace. Enfin, on peut apporter un côté double menace qui permet également de surprendre l'adversaire de différentes manières. Bah voilà, ça impacte également peut-être, je sais pas si c'est la lucidité, mais en tout cas oui, le moyen d'être également efficace à la passe. Pour l'instant, au niveau des deux hommes qui sont tous les deux dans leur deuxième année, ça reste quand même assez symptomatique, même si bien entendu Murray a montré plus de choses que Jones à l'heure actuelle. Oui, s'il faut choisir, moi je choisis plutôt Murray aujourd'hui. Atelier boule de cristal quand même, Greg, qui remporte cette division pour toi? C'est dur. Ouais, ça fait mal. Je rappelle que j'ai quand même mis Dallas à combien? 12-4 en preview. Moi aussi. Et autant te dire que là, j'ai vite déchanté. Moi, je vais y aller aussi avec Dallas parce que oui, ils perdent 3 matchs depuis le début de la saison, mais il y a quand même des éléments qui peuvent leur permettre de gagner des matchs. Je dis pas d'aller plus loin en playoff, mais cette attaque, elle peut gagner des matchs face à des équipes qui mettront pas autant de yards et de points que les Browns parce que là, ils ont été sur un surmatch. Je pense quand même qu'ils vont être capables d'en gagner un peu plus que les autres. S'il y a les blessés qui reviennent à Philadelphie, peut-être il y a débat, mais pour l'instant, je vois plutôt Dallas. En fait, si tu veux, je parlais pas sans raison du calendrier, enfin en tout cas du fait que les Eagles, de par leur titre de division l'année dernière, aient forcément à jouer des gros morceaux, des champions de division NFC cette année. C'est aussi parce que forcément, à mon sens, en tout cas, le calendrier des Eagles est quand même beaucoup moins enviable. Ouais, bien sûr. À l'heure actuelle. Et alors, si je dois mettre une pièce éventuellement, de manière très très risquée, je dirais sans doute Dallas, mais ça va se jouer peut-être à 7-9, grand maximum 8-8. Et mine de rien, je pense que ce match nul contre les Bengals, c'est pas une grande nouvelle que je vais apprendre, mais je pense que ce match nul contre les Bengals, il pourrait coûter très cher à l'arrivée pour Philadelphie. Mais après, je te rejoins, c'est sûr que s'il y a les blessés qui reviennent, avec une défense qui a l'air de répondre présent depuis le début de la saison, pourquoi pas, mais il y a encore beaucoup de déchets en attaque. Et paradoxalement, j'aurais plus confiance en Philly en playoff qu'en Dallas, même si je vois plutôt Dallas réussir à s'en sortir. Donc, juste si tu me permets, je m'étais plongé là-dessus justement sur les plus mauvais champions de division.
Alors, les Browns avaient été champions de division à 8-8 en 85, mais alors c'était particulier parce qu'ils rentraient directement en tour de division, mais ils n'avaient pas gagné le match. Okay. Par contre, les deux derniers, en l'occurrence, à savoir les Chargers 2008 et les Seahawks 2010 dont on parlait, ils ont tous les deux gagné un match au premier tour. Oui. Donc voilà, encore une fois, c'est sûr que en termes de saison régulière, on s'emmerde, mais ça veut pas dire que sur un match de playoff un peu haletant, même sans public, on espère qu'il y en aura d'ici là, mais rien n'est moins sûr à l'heure actuelle. Compliqué. Et avec une équipe notamment comme Philly, comme tu le soulignes, oui, c'est sûr que vaut mieux ne présager de rien. Moi, je veux pas jouer Philly au premier tour de wildcard. Tu sais jamais comment ça peut se passer. Hein. Bon. Donc voilà, pour cette petite plongée dans la poule de la mort, on verra ce que ça donne d'ici la fin de la saison pour ces 4 équipes. On va enchaîner avec le choc de la semaine. Top line on 3, 1, 2, 3, top line. J'ai insisté sur le mot choc parce que c'est vrai que sur le papier, quand tu dis les Browns à 3 victoires et une défaite face aux Colts, c'est 3 victoires et une défaite. Colts-Browns, c'est pas forcément ce à quoi tu t'attends pour une affiche de la semaine. Mais en fait, quand tu regardes déjà de cette semaine 5 les fiches des équipes qui s'affrontent, finalement, c'est les deux qui ont le meilleur fiche. En supposant, alors on aurait pu prendre évidemment Titans Bills, mais on ne sait pas s'il aura lieu. Donc après, il y avait Colts Browns et on s'est dit voilà, il y a quand même des trucs. On a vu que Cleveland, ça pouvait envoyer en attaque. On a vu que la défense d'Indianapolis, aujourd'hui, c'est statistiquement la meilleure de la ligue. Ils ont seulement 14 points encaissés en 4 matchs et 236 yards. Alors, ils jouaient pas non plus les foudres de guerre, pour reprendre une expression qui fait plaisir à Raphaël. Non, tu piques les arguments. Voilà. Alors, vas-y, lance-toi. Non, mais bon, après, on va nous taxer de hater, mais c'est pas très grave. Non, jamais. encore une fois, c'est sûr que, ce que montre en tout cas Indianapolis, et ça, c'est à mettre à leur crédit, c'est qu'il y a quand même une belle force de caractère parce que, encore une fois, le match à Jacksonville, je pense qu'ils le jouent 10 fois, ils doivent sûrement le gagner 9 fois, ils mènent quand même une bonne partie de la rencontre et ils s'écroulent, vraiment dans le money time contre des Jaguars, qui ont vraiment su exploiter parfaitement leur momentum. Mais c'est vrai qu'on l'avait souligné à ce moment-là, la défense des Colts, notamment le backfield défensif, était trop perméable par rapport à ce qu'on connaît, notamment depuis l'arrivée de Matt Eberflus. Et là, on a l'air, en effet, même si tu peux être, de mauvaise foi, c'est pas le bon terme, mais même si je peux être encore un peu sceptique sur le rendement offensif des Vikings, des Jets ou des Bears, en attendant, voilà, je dirais, ils font le boulot. Sur le run-stop, c'est une équipe qui est difficilement jouable. Et là, en l'occurrence, en plus, ils tombent sur des Browns qui, certes, arrivent à trouver une certaine relève pour Nick Chubb, mais qui vont quand même être privés de leur running back numéro 1, même si le jeu au sol avance, et ça va être quand même un match-up assez excitant à suivre de près. Et il y a en effet un backfield défensif, notamment, qui s'est bien remis dans le bon sens, ce qui tombe bien également, puisqu'on a un Odell Beckham, notamment, qui s'est un petit peu remis en question. Petit syndrome Dallas, quand même, que je soupçonne, le fait de retrouver les anciens rivaux et de se remettre un peu au niveau. J'attends confirmation encore une fois, mais en tout cas, le timing paraît nickel pour voir en effet les forces offensives de cette équipe des Browns face à cette grosse force offensive des Colts depuis le début de la campagne 2020. Alors c'est bien, tu as soulevé tous les points que je voulais aborder, donc c'est parfait. Non, mais au contraire, c'est merveilleux. Il y a une vraie symbiose. Le jeu au sol, effectivement. Donc Nick Chubb est encore absent. On a quand même vu que Kareem Hunt a pris le relais. Alors, parce qu'on dit D'Ernest Johnson, qui fait quasi 100 yards la semaine dernière. Il y a l'air d'avoir disons que Cleveland a l'air d'appuyer un peu plus sur son jeu au sol depuis quelques semaines. Maintenant, voilà, il y a quand même ce run-stop des Colts. Sur ce match-là, est-ce que c'est le match-up un peu décisif ? En tout cas, Cleveland aurait tort quand même de pas tester pour voir. Hein. Je pense que Alain et Raph en parlaient très bien mardi, notamment cette capacité peut-être. Alors je dirais pas à mettre un peu moins de pression sur Baker Mayfield parce que ça reste un quarterback de 3e année, mais en tout cas à se dire voilà, quitte à partir sur cette identité de jeu et éventuellement derrière s'appuyer sur les pièces maîtresses qu'on peut avoir sur le poste de receveur, ce serait dommage de ne pas voir éventuellement de quel bois se chauffe ce run-stop de Indianapolis. Et si en effet ils ont les armes suffisantes pour les stopper, on a vu, j'insiste beaucoup là-dessus. Alors c'est vrai que contre Dallas, ils ont un peu plus appuyé sur le domaine aérien sur certaines séquences, mais ils ont quand même réussi à faire avancer le jeu au sol quand Nick Chubb est sorti, alors que c'était quand même un gros imprévu. Et contre Washington, au moment où ça va pas fort, ils ont martelé. Et là, je serais pas étonné qu'ils le fassent. Et voilà, à moins qu'il y ait vraiment 20 à 25 points d'écart sur le match en faveur d'Indianapolis,
je vois pas Cleveland partir sur un match à 50 ou 60 lancés. Bien entendu, ça ressortira mardi quand on verra que il en a lancé que 56. Stefanski et Alex Van Pelt ont pété les plombs. Mais non, en l'occurrence, oui, clairement, je pense que c'est de loin le match-up le plus excitant de cette rencontre. Et du coup, voilà, quelque chose forcément à suivre de par les forces respectives et de par la manière dont Cleveland va réussir à se remettre de l'absence de son joueur clé en attaque. Un petit mot sur Odell Beckham, tu en parles. Il a l'air d'aller beaucoup mieux. Ça fait déjà quelques semaines 2 semaines qu'on dit que ça y est, ok, il a dit j'accepte mon rôle, machin. Là, il se prend des passes pourquoi j'oublie le nom de son pote, évidemment, Jarvis Landry. Il a retrouvé le sourire. Oui. Alors là, pour le coup, je ne sais pas si je vais te couper l'arbre sous le pied, mais c'est un match-up qui est d'autant plus intéressant parce que face à lui, il va retrouver un autre joueur qui a un tant soit peu en rédemption. À savoir Xavier Rhodes, c'est vrai qu'il était très très décrié après son départ de Minnesota. Là, en l'occurrence, il a l'air de prendre un petit peu le pli de cette défense. Et c'est vrai qu'il y a encore un an, on nous disait tiens, t'as vu, il y a Odell Beckham contre Xavier Rhodes, on aurait dit ah ouais, le match des anciennes gloires, un peu en dedans, tout ça machin. Ça a l'air d'être de nouveau des joueurs un peu plus difficiles à affronter en 1 contre 1, et je pense que ça peut nous promettre quelques petites baffes en cours de route. Ouais, Xavier Rhodes, bien entendu, le bien respect, sûr, dans le respect, bien sûr. Mais Xavier Xavier Rhodes, Rhodes tenser un petit peu, mais ça nous promet en tout cas un duel sous haute tension. Ouais. Il a déjà 2 interceptions depuis le début de la saison et il est à 2 passes défendues minimum sur les 2 derniers matchs. Donc ouais, il est en train de retrouver la forme. Donc ça aussi, ça va être sympa. Maintenant, quand le ballon changera de main, et alors là, accrochez-vous parce que ça n'arrivera pas souvent, mais je commence à émettre quelques doutes sur les capacités, malheureusement, en tout cas footballistiques, de Philip Rivers. Quoi ? Qui imite la voix de Raoul? Je suis désolé. Non, mais c'est bien moi. Vous ne vous trompez pas. Mais en fait, je suis un peu. Et Justin Herbert, il a vraiment eu des effets sur toi. Alors déjà, il y a Justin qui est mon nouveau chouchou. Mais non, mais honnêtement, aujourd'hui, Rivers dans cette attaque, c'est 4 touchdowns en 4 matchs, c'est 3 interceptions. Son meilleur receveur, c'est Naïm Hines, pas facile, qui est un coureur. Je trouve pas qu'il apporte énormément en fait à cette attaque d'Indianapolis, et ça patine un peu alors que pourtant il peut avoir du matos. Et il a pas une mauvaise ligne sur le papier. Bon après. Ouais. Ah oui, non, loin de là, oui. Ouais. Mais après, elle est, je la trouve un tout petit peu moins forte que ce qu'on nous a vendu les années précédentes, parce que du coup, maintenant, j'observe la ligne offensive des Colts. Mais voilà, je doute de Philip Rivers. Je suis obligé de le concéder. Alors, il a toujours, je trouve, cette faculté qu'il avait chez les Chargers, parce que tu cites, t'as raison, Naïm Hines, qui reste un joueur très dangereux à surveiller, surtout quand il n'est pas en position de running back, un peu un espèce de Tariq Cohen. C'est ça. Mais c'est vrai qu'il arrive notamment. Alors, ce qui déçoit un peu, notamment, je trouve, c'est sa connexion avec T.Y. Hilton. Ouais. Alors, c'est vrai que le receveur star des Colts, mine de rien, c'est vrai qu'on se rend pas forcément compte, mais il y a quand même l'âge qui avance un petit peu. Faut voir si ça l'impacte, mais pour le coup, en tout cas, son binôme avec Rivers, pour l'instant, crève pas l'écran. Et on a quand même ce tight end un petit peu sorti de nulle part, Mo Alie-Cox, qui est presque devenu la principale option ces dernières semaines de Philip Rivers. Mais Rivers et les tight ends, ça a toujours marché. Oui, ça a toujours marché. Mais en attendant, c'est peut-être pas forcément à lui qu'on aurait pensé au début de la saison. Non. Et ça se goupille pas trop mal. Donc voilà, il n'y a pas encore de go-to guy attitré pour justement permettre à Rivers de trouver également de son côté un rythme de croisière. Et voilà, c'est sûr que moi, c'est ce qui me rend encore un petit peu sceptique sur cette équipe des Colts, c'est que la défense et le boulot d'Eberflus, on le découvre pas aujourd'hui. Non. Mais pour un Rivers qui était censé bien connaître le système de Frank Reich et de Nick Sirianni, pour l'instant, encore une fois, ça épate pas forcément, alors qu'il y a un bon Jonathan Taylor au niveau du jeu au sol pour alterner un minimum. Et voilà, pour l'instant, ça attendra un petit peu confirmation contre une défense des Browns. Je sais pas si tu allais en parler un petit peu, mais voilà, une ligne défensive notamment qui est assez incisive. On a déjà rappelé notamment l'impact de Myles Garrett sur les sacs, avec notamment les pertes de balles qui vont avec. Il y a un run stop qui est pas forcément catastrophique pour les Browns depuis le début de la saison, quoi qu'on puisse en dire. Alors c'est vrai que je pouvais dire contre les contre Dallas, même s'ils ont vite abandonné le jeu au sol de par le score, faut quand même maintenir Ezekiel Elliott sur certains standards. Oui. Donc voilà,
tout ça mis bout à bout, ça nous promet en tout cas la O-line des Colts contre la D-line des Browns. Si je me permets d'anticiper ta question. Tout à fait. C'est peut-être de l'autre côté, quand la possession sera pour Indy, le match-up le plus excitant à voir. C'est tout à fait ce que j'allais évoquer. Miles Garrett, donc je te disais déjà 5 sacs. Alors en face, il a quand même Justin Houston à 3,5 qui est pas négligeable non plus côté Indianapolis. Et la défense des Browns, elle a quand même arraché 10 ballons depuis le début de la saison. Je crois que c'est même l'équipe qui est en tête, je vais le vérifier tout de suite. Non, c'est pas l'équipe qui est en tête, mais ils ont le meilleur ratio de la ligue avec plus 6. En l'occurrence, ils ont seulement perdu 4 ballons et ils en ont arraché 10. Donc ça, c'est à mettre à leur avantage. Et effectivement, voilà, cette ligne offensive des Colts dont on vante les mérites et à raison, elle va avoir un gros boulot sur ce match-là. Et tous ces éléments, en fait, c'est bizarre parce que depuis tout à l'heure, moi, je vois plein de trucs positifs en faveur des Browns qui peuvent gagner ce match-là, mais je vais quand même pronostiquer les Colts. Voilà. Oui, moi aussi. Parce que c'est merveilleux, encore une fois, c'est vrai que non mais si tu veux, Cleveland, c'est une belle victoire qu'ils ont gagnée à Dallas, mais à partir du moment où tu affrontes une équipe qui prend quand même 49 points, c'est quand même difficile de se dire que c'est que lié à ta propre force. C'est qu'à un moment donné, en face, c'était aussi assez catastrophique. J'ai beau être sceptique sur le calendrier des Colts, en tout cas sur leur match référence pour l'instant. Voilà, je veux dire, en attendant, les matchs qu'ils doivent gagner, ils les gagnent. On sait que ça reste le plus important en NFL. Et sur ce match-là contre Cleveland, j'ai pas de mal à me dire que la O-line peut éventuellement freiner un minimum Miles Garrett et ses copains. Ouais. Et permettre. Je suis pas sûr que ce sera un match de très haute volée. Je vois pas un 40-35 pour le coup. On sera pas dans les standards de Dallas Cleveland. En tout cas, c'est pas Peut-être dans mon pas. idée. Ce sera peut-être un match un peu plus cadenassé, mais je serais pas étonné. En tout cas, c'est mon pronostic qui me dit s'impose. Pareil pour moi. Voilà pour l'affiche de la semaine. On passe tout de suite à tous les pronostics. It's time, baby! Make it special tonight! Make tonight special! It's our night, and it's our division. It's our time to go win it. We're gonna start fast and finish strong. Yes, sir. We're gonna work on 3. 1, 2, 3, work! Les pronostics de la semaine 5 de NFL 2020. Petit point sur les pronos de la semaine 4. Un tir groupé avec 3 pronostiqueurs en 9 points la semaine dernière, en l'occurrence Grégory, Camille et Raphaël. Je fais un petit 10 et Alain commence à prendre de l'avance avec un 12. Attention, Alain qui est désormais en tête à 47 points, 3 points devant Greg qui est donc à 44. Je rattrape Raphaël à 42 et Camille ferme la marche à 41. Rien n'est joué, bien sûr. La lutte sera préciser à Alain acharnée. que 9 fois sur 10, le peloton rattrape l'échappée. Oui, c'est vrai que l'histoire prouve que les gens en tête des classements au long de la saison finissent assez mal les saisons. On est parti dans les pronos de la semaine 5. Le premier match, c'est le Thursday Night Football, dont vous avez peut-être déjà le résultat si vous nous écoutez vendredi. Buccaneers, 3 victoires, 1 défaite. Chez les Bears, à 3 victoires, 1 défaite. Alors, la dernière fois qu'ils se sont joués, j'ai retrouvé ça. Les Bears avaient explosé les Bucks, 48-10. Ça semble compliqué de réitérer la performance. En l'occurrence, les Buccaneers, ils ont 30 points de moyenne cette année sur chaque match. C'est très très bien, voire mieux. C'est trop pour les Bears, Grégory, on est d'accord? Moi, il y a un match-up qui m'inquiète tout particulièrement pour les Bears, c'est que Chicago, il me semble, est la pire équipe sur le jeu au sol. En tout cas, ils n'ont pas mis de TD dans cet exercice depuis le début de la saison. Face au run-stop de Tampa qui est juste injouable depuis le début de l'année. Donc, c'est sûr que si on oblige Nick Foles qui retrouve, alors je sais pas si c'est la première fois que Foles et Brady se retrouvent depuis le Super Bowl. Mais c'est vrai que c'est ça. En tout cas, oui, ça va quand même obliger Foles à jouer, à forcer un petit peu son jeu. Et j'ai beau être toujours aussi à relativiser un petit peu l'impact du jeu contre la passe de Tampa. En tout cas, ils arrivent à mettre de la pression, ils arrivent à créer des interceptions. Donc voilà, même s'ils concèdent un certain nombre de yards et des touchdowns, je pense que c'est capable de faire le boulot contre Nick Foles et de permettre à Tampa d'aller chercher cette victoire dans l'Illinois. Buccaneers donc pour nous deux. La série des matchs de 19h dimanche. On commence avec les Rams à 3 victoires et 1 défaite face à la Washington Football Team à 1 victoire et 3 défaites. Kyle Allen donc, on en a parlé un peu tout à l'heure. À savoir que Washington a gagné les 2 derniers matchs face aux Rams. Maintenant voilà, j'ai du mal à imaginer ce que peut faire Washington, que ce soit en attaque ou en défense face à cette équipe des Rams.
Ah, en défense, ils peuvent les enquiquiner. Encore une fois, même si la O-line a l'air d'être un peu meilleure cette année du côté de Los Angeles. Surtout qu'on a vu que le jeu au sol avait été plutôt bien contenu par les Giants le week-end dernier. J'ai pas dans l'idée que Washington va forcément se faire marcher dessus tout au long de la rencontre. Après, c'est sûr que les Rams ont un peu plus d'armes, et encore une fois, notamment l'attaque de Washington risque de souffrir encore une fois. Surtout vu les playmakers défensifs qu'il y a dans cette équipe, donc dans l'équipe d'en face en l'occurrence. Donc oui, très clairement, je pronostiquerais une victoire des Rams, sans forcément que Kyle Allen soit horrible sur cette partie. Non, mais ce serait pas que de sa faute, mais globalement, les Rams sont plus forts, je pronostique les Rams aussi. Alors, le match d'après aura-t-il lieu, n'aura-t-il pas lieu? On va faire comme s'il avait lieu. Bills 4 victoires, 0 défaites chez les Titans à 3 victoires et 0 défaites. Est-ce qu'on peut parler du premier vrai test pour Buffalo, Grégory? Je sais pas, je pense qu'on peut parler du premier vrai test pour Tennessee. Ouais, aussi, ça c'est vrai. Buffalo, ils ont eu leur petite frayeur contre les Rams. Alors après, voilà, on met le curseur comme on veut sur le niveau de Los Angeles, sachant qu'ils n'ont pas non plus mis 60 points aux Giants le week-end dernier. Mais en tout cas, c'est censé quand même être une équipe qu'il va falloir prendre au sérieux tout au long de cette saison régulière. Tennessee, pour en avoir parlé la semaine dernière, oui, pour l'instant, j'ai du mal à m'enthousiasmer. Il y a 3 victoires un petit peu étriquées. Et ce match-là va être un vrai test. Et si tu me demandes mon pronostic d'emblée, je miserais sur une victoire de Buffalo à Tennessee. Moi aussi. Un petit point positif quand même pour les Titans, c'est qu'ils ont quand même plus 5 en ce qui concerne les turnovers. Maintenant, côté des Bills, il y a quand même le meilleur receveur statistiquement de la ligue avec Stephon Diggs, qui a 403 yards en réception, qui est pile à égalité avec DK Metcalf d'ailleurs du côté des Seahawks. Donc voilà, il y a quand même beaucoup d'arguments, et on commence à parler des Bills comme des sérieux, enfin une équipe très sérieuse. Je dis pas des sérieux candidats au titre, c'est bien anticipé, mais voilà, c'est une équipe sérieuse. Déjà une équipe qui peut remporter un match en playoff, et on sait que ces dernières années, enfin en tout cas l'année dernière en l'occurrence, quand ils y sont allés avec Josh Allen, c'était pas gagné d'avance. C'est vrai. Voilà. Eagles, une victoire, 2 défaites, un nul chez les Steelers à 3 victoires et 0 défaites. C'est le derby de la Pennsylvanie et tout le monde s'en fout. Non, mais c'est vrai, malheureusement, ce genre de derby régionaux n'ont cure en NFL. Il y a d'autres choses. Alors, il y a quand même beaucoup de signaux positifs à Pittsburgh depuis le début de la saison, et que ce soit des deux côtés du ballon. Je l'ai dit la dernière fois dans le podcast, moi je trouve vraiment que l'attaque est en train de retrouver un souffle très sympa à suivre. Donc voilà. Côté Philly, c'est l'inverse, hein, en l'occurrence des deux côtés du ballon. Alors il y a la défense, mais bon, c'est pas la défense des Steelers, et l'attaque, c'est pas l'attaque des Steelers. Alors déjà, ce qui va être intéressant, c'est qu'on a quand même les 2 meilleurs pass rush de la saison jusque-là quand même. Donc c'est un match où les O-line vont avoir un gros rôle à jouer, surtout quand on sait dans quel état est actuellement celle de Philadelphie. Ouais. Ça va quand même pas être négligeable. Bon, je suis un peu moins emballé que toi sur le niveau de Pittsburgh. Je m'en suis pas caché depuis plusieurs semaines, même si en effet il y a ces forces de réaction, je trouve, notamment celle contre Houston il y a 15 jours de ça. Oui, parce qu'il n'y a pas eu de match la semaine dernière, rappelons-le. Voilà, par rapport au déplacement reporté du côté de Tennessee. Pittsburgh a plus d'armes, selon moi, à l'heure actuelle, mais j'en parlais en introduction de cette émission. Philadelphie, c'est capable de battre n'importe qui, surtout un rival local. Après, voilà, je pense que Pittsburgh a moyen, avec un Carson Wentz en plus, qui reste quand même pas mal en difficulté depuis le début de la saison. S'ils arrivent à contrer le jeu au sol, ce qui me paraît pas infaisable. Après, il y a quand même moyen de contrecarrer globalement cette attaque de Philadelphie et de faire la div. Donc, j'y vais avec Pittsburgh en l'occurrence. C'est dans les cordes de cette escouade défensive. Cardinals à 2 victoires, 2 défaites. Chez les Jets à 0 victoire et 4 défaites. Est-ce que ce n'est pas la cible parfaite pour se relancer côté Cardinals, Grégory? Surtout qu'il n'y a pas Sam Darnold. Voilà, Joe Flacco est titulaire pour ce match. C'est seulement, j'ai découvert ça, c'est seulement la 10e rencontre entre ces deux équipes de toute leur histoire. Voilà, il y a eu 6 victoires pour les Jets, 3 victoires pour les Cardinals. C'est deux équipes qui se sont très peu jouées. Bon, alors tu vois, autant le Steelers-Eagles, je pense que ça intéresse un peu plus que ça. Autant, ouais, je suis pas sûr que dans l'histoire, le Jets-Cardinals ait passionné grand monde. Je ne sais pas. Mais quoique fin des années 2010, à la grande époque de Mark Sanchez, et avec de l'autre côté les Cardinals au top, ça aurait pu être sympa. Rappelez-vous la grande époque de Mark Sanchez. C'est un peu l'histoire tout court de Mark Sanchez. Oui. Rappelez-vous le début de carrière, quoi. Voilà, au-delà de la plaisanterie, non, je pense que Arizona
a quand même, encore une fois, avec en plus un Sam Darnold qui sera pas là sur ce match-là, a quand même moyen de se remettre de 2 semaines pour le moins compliquées, notamment offensivement, parce que encore une fois, Kyler Murray déçoit pas mal ces dernières semaines. Il se repose beaucoup sur ses aptitudes athlétiques à prolonger les jeux au sol, mais en termes de connexion avec paradoxalement l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur receveur de la ligue, ça reste un peu compliqué. Je pense qu'il y a moyen de rebondir face à des Jets qui se sont quand même fait épingler par Brett Rypien et Denver la semaine dernière. J'en parlais, il y a clairement une envie qui me semble pas être omniprésente. Donc voilà, s'il y a un besoin de rebond pour les Cardinals, c'est maintenant, donc victoire d'Arizona. Toujours pas de nouvelles du renvoi de Adam Gaze. On espère. Je pense qu'ils attendent la bye week. En vrai. Ouais, on souhaite de tout cœur à nos amis Jets que ça arrive vite. Oui. Brian. Bien sûr. Au secours. C'est dans les questions, tu verras tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai, Raiders à 2 victoires et 2 défaites chez les Chiefs à 4 victoires et 0 défaites. On a vu que les Raiders étaient capables d'embêter un peu les attaques adverses. Bon, là, ça paraît difficile quand même. Ouais, il y a beaucoup de choses où je trouve quand même ça se dégonfle un peu du côté de Kansas City. Alors non pas que le niveau global de l'équipe soit pas bon, hein, j'irai pas jusque là, mais on voit notamment au niveau du jeu au sol, en attaque et en défense, c'est moins fringant que ce que ça pouvait être, je trouve, depuis le début de la saison. Et en plus, ça tombe bien, ils vont tomber sur l'équipe des Raiders avec un Josh Jacobs, par exemple, qui va être pas mal revanchard après une partie relativement quelconque contre Buffalo. Un Derek Carr qui, malgré sa perte de balle, son fumble perdu le week-end dernier, reste quand même extrêmement propre. Je crois que c'est un des rares quarterbacks qui n'a pas été intercepté une seule fois depuis le début de la saison, en l'occurrence. Alors après, on peut lui reprocher son côté peut-être moins foufou, moins excitant que d'autres quarterbacks, mais en tout cas, voilà, quoi qu'on puisse en dire, il fait le boulot et ça a notamment permis à Las Vegas de taper New Orleans. Pas d'interception. Mahomes non plus d'ailleurs. Après, je me répète, la défense des Raiders face à Patrick Mahomes, j'ai un peu peur que sur le long terme, ça suffise pas. Donc, j'y vais avec une victoire de Kansas City en l'occurrence. Mais pour le coup, la défense en l'occurrence est pas honteuse du côté de Kansas City. Mais là, voilà, tu joues Patrick Mahomes. Oui, c'est ça. Et puis les Raiders en l'occurrence, il y a des joueurs assez excitants sur le pass rush, mais c'est que 4 sacs, je crois, depuis le début de la saison. Et hormis Max Crosby, ça a l'air de galérer un petit peu. C'est 4, dont 3 pour Max Crosby. Donc, voilà, c'est ça. Et pour la stat, 10 des 11 derniers matchs ont été remportés par Kansas City face aux Raiders. Donc bon. Jaguars, 1 victoire, 3 défaites. Face aux Texans, à 0 victoire et 4 défaites. C'est pas facile à pronostiquer, je trouve. Ce sera le premier match de Romeo Crennel. Et j'ai l'impression que sur les dernières saisons, alors j'ai pas été vérifié la stat, mais j'ai l'impression que les coachs qui arrivent en cours de saison, ils arrivent toujours à gagner leur premier match, puisqu'il y a une espèce d'effet nouveau coach. Et alors après, ça veut pas dire que derrière ça gagne tout le temps, mais j'ai l'impression que le premier match, c'est souvent une victoire. Pourquoi pas, enfin, pour les Texans, la première victoire de la saison. Faut voir, ça commence à remonter un petit peu, mais je me rappelle que l'année où Crennel remplace Todd Haley, alors je sais plus, bon, je pense que c'est pas 2012, l'année où remplace Haley, bref, c'est pas ce qui est le plus important, mais 2011 sans doute. Il y a un petit regain de forme, il me semble qu'il tape les Packers notamment, qui était la top équipe de la ligue à l'époque. Donc bon, Romeo Crennel, c'est pas le premier venu, hein. Il a montré, c'est un des derniers coachs à avoir frôlé les playoffs avec les Browns quand même. Donc une victoire et une défaite face aux Jaguars dans sa carrière, Romeo Crennel, quand il est head coach. Ouais. Après, je pense qu'il y a toujours quand même le matos, malgré les trous quand même assez béants dans cette équipe. Il y a quand même le matos pour battre des Jaguars qui sont un peu rentrés dans le rang, même si ils sont pas catastrophiques, loin s'en faut depuis le début de la saison. Le fameux run-stop de Houston qui souffre depuis le début de l'année face à un James Robinson qui montre d'excellentes choses et j'en suis le premier content. Ce sera quand même à surveiller. J'y vais sur Houston avec le sursaut d'orgueil, mais franchement, je ne serais pas étonné que les Jaguars gagnent ce match. Pareil pour moi, je vais y aller avec Houston et je suis d'accord que il y a eu un feu de paille, du coup c'est trop tôt pour dire ça, mais du côté de Jaguars, il y a eu un très bon début de saison et peut-être que là on accuse un peu le coup. Je pense que c'est le bon moment pour les Texans. Il y a un effectif qui reste déplumé juste avant le début de la saison, hein, donc ça se ressent aussi. Ouais, mais il y a du matos en attaque en tout cas. Tu te dis James Robinson, moi le trio de receveurs DJ Shark, Laviska Shenault et Keenan Cole. Oui, bien sûr. Il est sympa. Oui, ça reste extrêmement intéressant. Je suis d'accord. Panthers, non pardon, excuse-moi, j'en ai sauté un. Les Bengals, en plus c'est dommage. Les Bengals, celui-là, il y a pas de problème. Une victoire, bon, on va le faire vite. Une victoire, 2 défaites, 1 nul pour les Bengals chez les Ravens à 3 victoires et 1 défaite. Bravo quand même à Joe Burrow, voilà pour sa première victoire face aux Ravens. Ça va être un peu compliqué. Est-ce qu'il n'y a apparemment aucun motif d'espoir pour eux?
pour les Bengals? Alors, ça dépend. Pour Joe Burrow, pour Cincinnati, je sais pas. Je ne le mettrai pas sur la même. Encore une fois. Pour les Bengals. Dwayne Haskins est benché. Il met beaucoup de yards dans le garbage time, mais la défense contre la passe de Baltimore me rassure toujours pas de ce que j'en vois. En tout cas, de ce qu'ils ont affronté depuis le début de la saison. Même si, bien entendu, ils ont joué notamment Kansas City. C'est pas à mettre de côté. Loin s'en faut. Mais avec un Joe Burrow qui est productif, malgré le rôle en demi-teinte d'un AJ Green et un Joe Mixon qui reste quand même globalement bien contenu malgré son bon week-end dernier. Bon, voilà, je pense que Baltimore n'aura pas forcé son talent, notamment avec le run-stop de Bengals pour s'éclater. Ouais. Je mets une victoire des Ravens, mais je ne serais pas étonné que Joe Burrow sorte des bonnes stats également sur ce match-là. C'est ce que j'allais te dire. Victoire des Ravens, bon match de Joe Burrow. Panthers à 2 victoires et 2 défaites face aux Falcons à 0 victoire et 4 défaites. Ça, c'est mon moment préféré des podcasts pronostics avec Greg. On parle des Falcons, donc vas-y. Ah, c'est embêtant, j'ai toujours mon droit de retrait. Écoute, non, ce qui est embêtant pour les Panthers en l'occurrence, c'est qu'ils perdent leur deuxième running back, Reggie Bonafone. Ça s'ajoute à l'absence de Christian McCaffrey. Donc forcément, il y a un jeu au sol qui va être un petit peu dépendant quand même de Mike Davis, à moins qu'ils arrivent à trouver une autre solution entre-temps. C'est un match difficile à pronostiquer. Forcément, j'irai sur Carolina de par ma logique habituelle. La fameuse superstition. Atlanta n'a pas été tant largué que ça du côté de Green Bay. Voilà. Après, de toute façon, j'y vais avec Carolina. Donc, voilà. Je vais y aller avec Carolina aussi parce que j'en ai marre de te filer des points gratos depuis le début de la saison. Donc, je choisis les Panthers. Les matchs de 22h05, le match de 22h05 dimanche. Dolphins, une victoire, 3 défaites chez les 49ers à 2 victoires, 2 défaites. J'ai dit une victoire et 3 défaites pour les Dolphins, attention. Face aux équipes avec du matos, c'est dur pour les Niners. Là, ça devrait aller, non? Tout dépend comment la O-line gère. Et alors, je sais pas qui sera le quarterback titulaire, si c'est Mullens ou Befford, vu que Befford est rentré en cours de match. Je crois pas que ça a été arrêté. Donc, peut-être que Shanahan va essayer de relancer son quarterback quelque peu en difficulté le week-end dernier, avec notamment son fumble et son interception, son pick six crucial. Là, encore une fois, Miami, c'est toujours une équipe difficile à juger. Hein. C'est une équipe qui reste en reconstruction, mais qui est capable de gagner à Jacksonville, qui est capable de poser des problèmes ou de faire douter un tant soit peu Seattle. Maintenant, je vois pas Seattle se faire surprendre 2 fois de suite à domicile contre des. J'ai dit quoi? J'ai dit Washington? Pardon. Non, tu as dit Seattle, mais j'ai dit Seattle, pardon. Donc, je vois pas San Francisco se faire surprendre 2 semaines de suite à domicile contre des adversaires, on va dire, prenables. Donc, j'irai vers les Niners, mais je suis pas sûr que l'écart soit si monstrueux que ça à l'arrivée. Non, peut-être pas, mais parce que voilà, c'est l'équipe des Niners un peu diminuée. Je vais prendre les Niners aussi. Et on en profite pour souhaiter un bon anniversaire à George Kittle. Ah non, c'est demain, excusez-nous, j'ai été trompé. C'est petit bisou à Alain Mattei. Les Giants à 0 victoire et 4 défaites face aux Cowboys à 1 victoire et 3 défaites. On entame la série des matchs de 22h25. Un duel de la division NFC Est. On parlait tout à l'heure de la poule de la mort. Dak Prescott a quand même lancé 502 yards la semaine dernière. Voilà, c'est pas à négliger quand même. D'où peut venir la rédemption pour New York, si rédemption il peut y avoir dans ce match, Grégory? J'en parlais d'une attaque forcément qui se mettrait un tant soit peu plus à carburer. On sait qu'il y a un Darius Slayton qui depuis la fin de la saison passée est intéressant, mais malheureusement il est un peu trop isolé. Donc éventuellement Evan Ingram de temps en temps, mais bon, Daniel Jones encore une fois est pas mis dans les meilleures dispositions parce qu'il y a personne pour l'épauler durablement. Maintenant c'était aussi censé servir de test et pour l'instant, ça reste relativement peu excitant ce qu'on voit du quarterback des Giants. Pas aidé en plus par une ligne qui est sûrement une des plus poreuses depuis le début de l'année. Il n'y a rien qui va. Voilà. Non, mais c'est ça. Si tu veux, je pourrais te dire que défensivement, les Giants peuvent freiner un peu éventuellement le jeu aérien. Si tant est qu'ils en ont les moyens. Ils ont un bon James Bradbury depuis le début de la saison, mais ça me paraît un peu mince. Après, est-ce qu'en attaque, New York arrivera à suivre le rythme? Le week-end dernier nous a démontré que non. Donc, j'irai avec Dallas sur ce match-là. Ouais. Maintenant, on sait jamais. Hein. Encore une fois, ils prennent 49 points contre Cleveland. Hein. Ils peuvent en prendre ne serait-ce que 30 contre les Giants. Hein. Ouais, même s'ils en prennent 30 contre Cleveland, je les vois quand même en mettre plus. Donc, je vais prendre aussi. Mais je dis Dallas. Attention. Oui, bien sûr. Colts, 3 victoires, 1 défaite. Chez les Browns, 3 victoires, 1 défaite. On en a parlé. On prend tous les deux les Colts. Broncos, 1 victoire, 3 défaites. Chez les Patriots, à 2 victoires et 2 défaites.
Aujourd'hui, pas de nouvelles. Enfin, en tout cas, à l'heure où on enregistre ce podcast, Cam Newton n'est pas encore réintégré dans l'équipe. Il peut l'être d'ici le match de dimanche. Il vaudrait mieux qu'il soit là quand même, parce que ce qu'on a vu, alors certes, ça jouait les Chiefs, mais c'était quand même pas exceptionnel de la part de notre ami Brian Hoyer. Jared Stidham non plus d'ailleurs. Oui. Non. Donc voilà, il vaut mieux que Cam Newton Comme revienne. prévu. On vous en parlait la semaine dernière, c'est quand même un ajout intéressant pour New England. Il y aura pas non plus de, alors ça c'est sûr, il y aura pas de Stephen Gilmore a priori pour les Patriots, dans la mesure où lui a été testé positif, non? Oui, après, la logique voudrait que, en tout cas. Hein, Ouais, est-ce que Newton, on n'est pas sûr, alors que c'était en fin de semaine dernière? Ouais. Bon, si Gilmore joue en étant contrôlé en milieu de semaine, je comprendrais pas trop, mais bon, pourquoi pas. Ouais, je crois qu'il n'y a plus rien à comprendre malheureusement de ce côté-là. Le fait est que même sans Gilmore, même sans Newton, est-ce que cette équipe des Broncos avec Brett Rypien et Melvin Gordon, alors Melvin Gordon, moi j'ai un passif avec lui, mais à part ça, il est pas trop mauvais. Est-ce qu'il y a vraiment des motifs de satisfaction, enfin en tout cas d'espoir pour Denver? Je dirais encore une fois, New England, on dit oui, il y a des fêtes à l'arrivée, oui, le niveau des quarterbacks est pas forcément bon, mais ils étaient pas si loin que ça des Chiefs avec une équipe qui a été quand même quelque peu bouleversée avant le match, dans un match qu'ils disputent à l'extérieur, sans leur quarterback titulaire. Bon, ça fait quand même beaucoup et je trouve qu'ils étaient pas loin. Je serais quand même très étonné qu'ils gagnent pas ce match contre Denver, où bon, il y a quelques joueurs qui démontrent de bonnes choses. Je pense à quelques receveurs, un Tim Patrick qui se montre un petit peu plus dans le domaine aérien, un Josie Jewell sur le poste de linebacker dont on parle peu, mais qui prend parfaitement le relais également sur le run stop. Meilleur plaqueur de l'équipe avec 10 plaquages. Ouais, non, et qui a qui vraiment été décisif, je trouve, du côté de New York la semaine dernière. Maintenant, voilà, face à une équipe des Pats qui, je pense, va pas se gêner pour envoyer son comité de coureurs assez fourni. Un Damien Harris qui a été plus qu'intéressant pour sa première sous le maillot des Pats, cette année en tout cas. Donc, New England, clairement, pour moi. New England, et sachez-le, Bill Belichick a un bilan négatif face aux Patriots. Oh, Patriots, super. Face aux Broncos en saison régulière, parce qu'il a 9 victoires et 10 défaites. Mais il y joue souvent dans le Colorado, il me semble. 19 fois en 20 ans. Donc au moins une fois par an, dans la mesure où c'est pas un adversaire de division. Oui, c'est beaucoup. Du coup, je suis perdu. Oui, le match d'après. Donc, c'est le Sunday Night Football entre les Vikings à 1 victoire, 3 défaites et les Seahawks à 4 victoires, 0 défaites. Oui, pardon, du coup, j'ai pas dit, mais je prends les Patriots aussi. Le Sunday Night Football, Vikings Seahawks. Dangerous Wilson, quand même. Hein. Dangerous Wilson. Je vais te donner quand même, parce que son évaluation depuis le début de la saison, il est à 136,7 sur 4 matchs en moyenne. C'est énorme. Je suis subjugué. Je crois que le mot n'est pas trop faible ni trop fort par la performance de Russell Wilson depuis le début de la saison. Alors que comme d'hab, il prend l'eau souvent, mais il est dans un état de grâce. Je sais pas. J'en fais beaucoup, mais je suis vraiment impressionné. Il est dans les standards où on l'attend depuis maintenant plusieurs années et il confirme, comme chaque année, qu'il sera en lice pour le titre de MVP qui s'annonce assez relevé cette année vu les stats folles qu'on a notamment sur certains QB. Si tous tiennent ce rythme-là, ça va être dur. Ouais. Voilà, mais en tout cas, on aura un beau MVP en fin de saison, ça c'est ce qu'il faut se dire. Et Russell Wilson, très clairement, le déméritera pas. C'est très français ce que je dis, mais oui, en tout cas, il l'aura pas volé à l'issue de cette fin de saison vu les standards actuels. De l'autre côté, il y a des éléments positifs aussi, un petit peu tout de même. En l'occurrence, Dalvin Cook, qui est le meilleur marqueur de touchdown de la ligue, qui est le meilleur coureur aussi de la ligue, 424 yards et 6 touchdowns. Yannick Ngakoue et Bonajou, en l'occurrence, déjà 3 sacs pour lui. C'est dommage qu'on n'arrive pas à avoir sa collaboration avec Danny Hunter et que malheureusement, on n'est pas près de l'avoir tout de suite. Non, mais en fait, finalement, cette équipe de Minnesota, il y a plein de choses qui vont pas. Mais il y a le matos pour sur un match embêter une équipe. Je pense pas que cette équipe sera Seattle, mais bon, faut pas les sous-estimer. Alors, c'est vrai que tu insistes à raison sur Dalvin Cook. Moi, ce que je trouve très bien du côté de Minnesota, c'est que Justin Jefferson progresse vraiment. Ça fait son deuxième match à plus de 100 yards et le deuxième match où il a quand même un impact important parce que là, en plus, il y a une victoire du côté de Houston face à un backfield défensif qui, on le répète, du côté de Seattle est pas fabuleux loin de là. Non. Il me semble que Jamal Adams revient, mais j'en suis pas persuadé à 100%. En tout cas, voilà, le bon jeu au sol avec en plus du coup un deuxième receveur vraiment d'impact, ça permet aussi à Kirk Cousins de se remettre un petit peu dans le bon sens. C'est en effet à cette équipe de Minnesota de produire.
Après, le backfield défensif, il n'est pas que mauvais du côté de Seattle. Et je pense que Minnesota, sur le long terme, contre un joueur de la trempe de Wilson, ça peut être un peu compliqué. Donc, j'aurais tendance à aller vers les Seahawks. Moi aussi, surtout, on l'a dit tout à l'heure, DK Metcalf, meilleur receveur à égalité avec Stephon Diggs dans la ligue. Il y a de quoi faire. Chris Carson au sol fait le boulot, on va dire. Donc moi aussi, je vais y aller avec Seattle. Il recommet des petits fumbles, mais qui n'ont pas été fâcheux en l'occurrence. Donc, non, mais c'est pas grave. Très solide depuis le début de l'année. Wilson met des points de toute façon. Donc, mais ça, finalement, tu vois, début de saison, j'aurais dit ça va être assez one-sided, enfin très en faveur de Seattle. Ça peut être un peu plus serré que prévu et ça peut être un match très sympa pour ce Sunday Night Football. Dernier match de la semaine avec le Monday Night Football lundi soir dans la nuit de lundi à mardi. Les Chargers à 1 victoire et 3 défaites. Chez les Saints à 2 victoires et 2 défaites. Le match aura lieu chez les Saints a priori puisqu'il devait y avoir question de relocalisation vu la tempête qui arrive à New Orleans, mais finalement non. Et ben je vais tout de suite te spoiler mon choix puisque alors moi j'ai décidé cette année j'allais toujours parier les Chargers de toute façon, mais je me dis est-ce que sur ce match-là pourquoi pas bloquer un peu Alvin Kamara, aller embêter un peu Drew Brees, il y a de quoi faire du côté de Los Angeles, non? Alors, je veux bien que tu arrêtes de perdre des points sur moi par rapport à ta stratégie sur Atlanta, mais si tu en repères derrière ta stratégie pour les Chargers, je sais pas. On peut pas tout avoir. Et je sais pas, il a l'air un peu énervé Kamara depuis le début de la saison quand même. Oui, de toute façon. Il y a forcément ce point d'interrogation sur le retour ou non de Michael Thomas. Il me semble que c'était un poil short la semaine dernière. Le fait en plus qu'il joue en Monday Night, ça peut lui laisser un peu plus de récupération pour revenir face à cette défense des Chargers, cette défense contre la passe qui est plus que correcte depuis le début de la saison, mais qui a quelques petits soucis de blessure. Je pense à Davis, je pense à Harris notamment. Donc, il y a un Hayward qui est pas parfait, loin s'en faut. Donc, très franchement, je suis pas sûr que les Saints auront besoin de forcer leur talent. Ils ont un run-stop qui est assez performant, avec un Austin Eckler qui me semble est blessé, un jeu au sol qui sort d'un week-end compliqué contre Tampa. Ouais. C'est beaucoup de signes pour moi qui m'incitent à aller du côté, à contre-cœur, bien entendu. Bien sûr. Du côté de la Nouvelle-Orléans. C'est vrai que du coup, t'es obligé de les pronostiquer. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, écoute. Tu vois, j'essaye de les guigner, mais ça marche pas. Si tu pouvais sur ce match, ça m'arrangerait bien. Moi, je vais y aller avec Los Angeles Chargers, bien sûr. Justin, à jamais dans mon cœur. Et voilà pour les pronos de la semaine 5. On passe tout de suite à vos questions. Alors les questions on est désolé, on a oublié de les mettre sur le site. Alors donc on a fait un petit tweet. Dis-moi. Est-ce que tu veux que je t'aide du coup? Tu les fais ou t'as le tweet? Ah, je les ai sous les yeux. Bon, merci. alors je me efface à nouveau. Merci Alain, évidemment toujours prêt à rendre service. Je suis sur Twitter, j'ai l'habitude dans mon autre podcast on fait comme ça. Avec vos questions, donc je vais les prendre dans l'ordre. La première question de Marc Orfila qui nous demande: les franchises n'ont-elles pas tendance à donner trop d'importance aux draft picks par rapport à la qualité des joueurs échangés? J'ai pas d'exemple d'une franchise accumulant les first round picks qui a réussi à devenir une machine de guerre en gagnant grâce à ça. C'est un débat qu'on a souvent sur le site, Grégory, la draft versus les échanges. Je pense, oui, de toute façon, je ne suis pas dans l'idée, que ce soit une vérité absolue. Je pense que c'est toujours un savant mélange entre justement les vétérans qui sont parfaitement capables d'encadrer des jeunes joueurs assez prometteurs. On a vu qu'il y avait une tendance quand même depuis plusieurs années maintenant, surtout avec les contrats qui augmentait de manière exponentielle sur les quarterbacks. Dès qu'on a un quarterback rookie dans ce contrat rookie en tout cas assez performant, lui mettre un paquet de vétérans autour qui peuvent éventuellement faire l'affaire et permettre à l'équipe d'avoir des résultats significatifs. Donc voilà, des joueurs, des franchises qui en effet arrivent à être championnes qu'avec des choix de draft, j'en connais pas énormément. Et je pense que la vérité est encore moins avérée sur des équipes qui misent gros sur la free agency. Ça me paraît rarement constructif vu qu'au final, après, au niveau du cap, ça te ferme beaucoup de portes. J'aime bien la question de Thierry Kerr. Quelle va être la prochaine équipe de Bill O'Brien? Les Lions, les Jets, l'Olympique Lyonnais? Je t'ai dit, pour moi, les fans des Jets, à chaque fois, je leur prends aussi des trucs de merde. Je suis désolé, mais ouais. Non, mais alors, pour le coup, on sait que Bill O'Brien, il me semble que c'est un New-Yorkais d'adoption, un truc dans le genre. Encore une fois, il n'a pas eu des mauvais résultats du côté de Houston. Avec un quarterback, que ce soit Sam Darnold ou éventuellement un quarterback qui prendra en numéro 1 de la draft si c'est le souhait de la nouvelle direction et du general manager Joe Douglas.
Je pense que voilà, ça a longtemps été son problème, le poste de QB. Après, il peut construire des équipes correctes, si tant est qu'après, sur la durée, il arrive à drafter correctement. Mais ça, je vous renvoie à l'émission de mardi où ça a été évoqué également. Mais ouais, du Bill O'Brien chez les Jets, je serais pas étonné en l'occurrence. Chez les Lions aussi, pourquoi pas, éventuellement. Hein, mais bon, pour l'instant, Matt Patricia, j'attendrai de voir. Il est pas complètement. Ils ont une fiche de 1-3, mais ils démontrent pas que des mauvaises choses depuis le début de la saison. Question de Régis San. Les échanges de joueurs peuvent se faire encore pendant quelques semaines a priori. Comment se passent les changements de play calling après des transferts entre guillemets sensibles? Est-ce qu'on sait si tout est modifié? Par exemple, si tu as un joueur, un receveur d'une équipe A qui va à l'équipe B et que derrière les deux équipes se jouent, est-ce que l'équipe A va changer tout son plan de jeu de peur de se faire voler les jeux? Tout son plan de jeu, je sais pas. Après, je pense que oui, niveau audible, ce sera peut-être pas la même chose. Peut-être changer 2-3 trucs, ouais. Oui, non, voilà. À part le fameux exemple, l'exemple le plus connu, à savoir le Super Bowl, bien sûr, je me rappelle jamais de l'année. Entre les Raiders et les Buccaneers, tout à fait, où Bill Callahan avait quasiment pas changé le playbook de celui qui était son head coach l'année d'avant, à savoir Jay Gruden qui jouait en face. C'est ça. Ce qui a forcément permis notamment, entre autres, bien entendu, parce que la défense des Bucks c'était ce qu'elle était, mais en tout cas ça avait donné une petite boucherie à l'arrivée. Il n'y avait pas le frère Gruden d'ailleurs aussi dans l'autre équipe? John, il était pas à ce moment-là. Jay, il devait être dans le coaching staff des Bucks. Jay, ouais. Mais voilà, en tout cas, à part cet exemple-là, oui, globalement, on essaye quand même, autant que faire se peut, de modifier un tant soit peu le playbook, ou en tout cas, je le répète, les audibles, parce que refaire un playbook en cours de saison juste pour un joueur qu'on a échangé, je suis pas sûr que ce soit vraiment. Voilà, je pense qu'on consacre du temps pour autre chose du côté des franchises NFL. Très bon enchaînement du coup avec la question de Xav ou @poulet maillot 2 qui lui dit année 2020 exceptionnelle, il n'y a pas ou très peu de public donc peu de bruit. Pensez-vous que cela libère de la pression aux jeunes QB voire même aux anciens? Et surtout, est-ce que cela n'améliore pas les audibles et aide ainsi les attaques, d'où les défenses moins bonnes actuellement? C'est une bonne question. En tout cas, ça les dessert pas. Ça, c'est sûr que oui. Alors clairement, pour la question des audibles, oui, je pense que c'est déjà un peu mieux. Après, je sais pas s'il y a des, alors, il y a des stades où il y a du public, mais c'est un peu moins. Ça c'est fait sûr moins de bruit. Même à Roed, là, il y a peut-être un peu moins prenant, on dira, pour transmettre les consignes. Après, j'ai déjà vu des quarterbacks appuyer de manière assez vivace sur le casque parce qu'ils n'arrivaient pas à entendre leur coordinateur. Donc, il y a toujours cette question-là. Après, oui, c'est sûr que ça doit, en tout cas, moins compliquer les choses niveau audible et du coup niveau potentiellement pression, d'avoir en effet moins de public dans les tribunes. Mais voilà, sur les audibles, j'en suis sûr. Sur la pression, je sais pas. Après, peut-être que pour reprendre les exemples notamment de Burrow et d'Herbert, ça restait des quarterbacks relativement, enfin déjà plus que solides au rayon college football. Mais c'est vrai qu'Herbert notamment surprend énormément pour un joueur dont on pouvait émettre des réserves, notamment sur sa gestion mentale des parties. Quel frère ce Justin. Question de Florian. Alors je sais pas s'il faut que je prenne le pseudo ou le hâte, du coup je vais dire Florian. Préférez-vous une équipe qui base son jeu sur une défense de fer à la course ou celle qui base son jeu sur un jeu de course performant? Est-ce que tu préfères la défense à la course ou la course qui attaque fort? Ouais, je préfère la course, moi. Je te dirais le jeu contre la course. Oui, c'est une défense, attaque ou défense. Ouais, plus la défense parce que bon, mine de rien, j'ai quand même la sensation que les équipes qui ont vraiment des run-stop performants, même si on est dans une ligue qui passe beaucoup plus, forcément, en fonction du quarterback que tu as en face, ça oblige à une prise de risque plus conséquente. Après, il faut voir le niveau de ton jeu contre la passe. Mais en tout cas, quand tu as un bon jeu contre la course, ça peut te donner quand même des perspectives assez intéressantes défensivement parlant. Question de Flash Guacamole qui est tout à fait en rapport avec notre podcast et que du coup je vais renvoyer au début. En 16 rencontres, les équipes de la NFCS totalisent le fabuleux total de 3 victoires. A-t-on déjà vu une division aussi faible? Eh bien, cher Flash Guacamole, je t'invite à réécouter le début de notre podcast, mais je crois qu'on a rarement vu une division aussi faible. Question de The Lord. Pour vous, les Browns vont 1. Encore s'écrouler, 2. Aller en playoff, 3. Gagner le Super Bowl. Pour la petite histoire, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques saisons avec l'ami Nelson que je salue, on avait fait un jeu à boire de la NFL avec des gages en fonction de ce qui se passe. Bah ouais, ça nous arrive. Parfois, on a des mauvaises idées. Et il y avait plusieurs situations qui arrivaient et en fonction, tu buvais plus ou moins de gorgées. Il y avait notamment les Browns gagnent le Super Bowl. Et là, c'était même pas un nombre de gorgées, c'était tu vides ton placard. Voilà. C'est dire si c'était probable aujourd'hui où en est-on, Grégory?
Non. Alors, encore une fois, j'apprends de mes erreurs. L'année dernière, j'étais très, très dithyrambique sur le possible niveau des Browns. J'apprends quand même au fur et à mesure. Il y a peut-être la place pour aller en playoff. Maintenant, j'attendrai de comparer un petit peu avec des équipes type Raiders ou Steelers pour vraiment me faire une idée précise semaine après semaine. Mais oui, c'est sans trop m'avancer, je pense que ce sera top 10 de l'AFC. Après, voilà. Est-ce que ce sera t'avances plus... pas trop, là. Voilà. Je les mettrai entre 6 et 8. Peut-être éventuellement à l'heure actuelle. Et après, tout dépend de... Mais déjà, une qualification en playoff, ce serait forcément une bonne progression par rapport à ce qui était attendu et ce qui a déçu l'année passée. Surtout avec un nouvel head coach à la tête de l'équipe. Question de Mr. Knut. Burrow avec une vraie ligne offensive, c'est un cadre ou pas? Ah bah, ça peut. En tout cas, encore une fois, on en parlait tout à l'heure. Ça part bien. Pour un joueur rookie qui a encore une fois un jeu au sol irrégulier, une ligne offensive affreuse, pour l'instant, je trouve qu'il ne démérite pas. On voit pourquoi ils sont allés le chercher aussi haut du côté de Cincinnati. Et oui, c'est tout ce qu'on lui souhaite parce que oui, ça peut être un... Voilà, l'exemple est mal choisi, mais du côté d'Arizona, j'allais dire la ligne est meilleure. Ah. C'est Murray qui a l'air d'être un peu plus en difficulté. Oui. Mais oui, en tout cas, ça peut présager de bonnes choses et une équipe de Cincinnati beaucoup plus au rendez-vous dans la FC Nord. On est d'accord. Allez, j'en ai encore quelques-unes rapides. Grégoire, quelle équipe NFC peuvent battre les Chiefs? Packers, Seahawks. Il me semble qu'il... Moi, je dirais Quelle ça. équipe NFC? Au Super Bowl ou en saison régulière? C'est pas précisé, mais saison j'imagine régulière, de manière générale. En saison régulière, et New Orleans s'étend pas à l'extérieur. Donc, je t'aurais dit les Saints comme ça. Les Buccaneers, j'attends de voir. Mais Moi, je crois. Moi, Saints, en l'occurrence, je vois plutôt les Chiefs gagner. Moi, je te dis Packers et Seahawks, c'est pour moi aujourd'hui les seuls qui peuvent les battre, je pense. Sur un Super Bowl, je sais pas. Mais après, parce que c'est le seul biais pour lequel il pourrait se jouer, en l'occurrence, hors saison régulière. Mais sur un Super Bowl, on n'en est pas là très très clairement. Mais non. Bon, ça reste un adversaire compliqué à prendre, quelle que soit la division dont on vient. De toute façon, question de Romain Sicard, un ancien du site. Tiens, pourquoi Adam Gaze? Voilà. Bonne question. Bonne question. Mais oui. On n'a pas la réponse. Voilà. Mais une question qu'on se posait déjà quand il est arrivé à New York. Donc, C'est vrai. Ah, tiens, petit défi de Boogie 93. Choisissez entre les duos Lovie Smith, Rex Grossman, Jay Cutler, Mark Trestman ou Trubisky, Matt Nagy. Bah écoute, moi j'ai jamais vraiment compris le bashing entre guillemets autour de Jay Cutler. C'est clairement pas le quarterback le plus motivé de l'histoire. Je pense que c'est un euphémisme de dire ça et c'est ce qui a beaucoup joué contre lui. Malheureusement, c'est pas un meneur d'hommes et c'est avant tout ce qu'on attend d'un quarterback. Maintenant, en termes de production, il était quand même pas aussi loin que ce qu'on peut ou ce que peut être Rex Grossman ou Mitchell Trubisky pour reprendre ces exemples-là. Là, donc, en l'occurrence, c'est Mark Trestman qui casse un peu le duo, quoi. Bah, choisir, oui, je mettrais si on me demande de choisir un binôme, je mets Lovie Smith avec Jay Cutler. Ouais, mais bon, je suis pas sûr que ça aurait fait gagner un Super Bowl aux Bears de toute façon. Non, mais là, c'était Lovie Smith, Rex Grossman. Donc. Oui, je sais, mais ouais. Bon, moi, je vais prendre quand même Lovie Smith. Je sais pas pourquoi, mais j'aimais bien Lovie Smith. Ah non, mais c'était un super coach. Mais après. De toute façon. Ah bah ouais, du coup, alors il lance des trucs pendant ce temps-là. Tu nous dis si on t'embête alors. Ça veut dire c'est trop long, les gars. D'ailleurs, c'est pas faux. Où est-ce qu'il en est sur BitTorrent? On a bientôt fini. Tiens, deux dernières questions et après on arrête. Ouais. Alors oui, comme on est sur Twitter, on a quand même eu des petits rigolos, notamment Vikings France que j'aime bien. Est-ce que Messi peut-il vraiment faire ce qu'il a fait, mais un lundi soir pluvieux à Stoke? Je ne sais pas, je ne crois pas. Et enfin, dernière vraie question. On parle beaucoup de c'est Flymic. Trop sympa, Flymic, tu vas voir. On parle beaucoup de l'absence de pré-saison sur les états des joueurs, blessures, organisation et tout. Mais on ne parle pas ou peu de ce manque sur l'état de santé des journalistes et commentateurs. Comment ça va, vous? Le coup de fatigue de la semaine 4 n'était pas trop dur? Bah, c'est gentil, Flymic. Moi, ça va. Ouais, dit-il au sortir d'une maladie un peu délicate. Bah, ça va mieux, en tout cas. Oui, je pense que pour l'instant, au niveau de la rédaction, pour la plupart, ça va un peu mieux que ce que ça pouvait aller pour Raoul. Ouais, après, je vous ai pas filé le virus, malheureusement. Heureusement. Tout à fait.
C'est gentil. Cette prévenance nous touche beaucoup et non, rassure-toi, a priori tout va bien pour l'instant. Tout le monde va bien. Touche du bois. On touche du bois. Voilà, c'est la fin de ce podcast numéro 367. Merci de nous avoir suivis. L'émission est disponible bien sûr sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Pour nous retrouver, c'est sur le site touchdownactu.com ou tdactu.com si vous voulez aller plus vite. @tdactu sur Twitter et Facebook. @touchdownactu au complet sur Instagram. On est aussi sur Twitter @YellowRadioSa pour Greg, alors @RaoulVDG pour moi. Et bien sûr, toute l'actu, les chroniques, les résumés, le podcast, c'est sur le site de touchdownactu.com. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à rejoindre Tipeee et ceux qui contribuent déjà et qui nous aident à faire vivre le site et vous offrir des podcasts de qualité. En tout cas, on espère. Merci beaucoup Grégory. Toujours un plaisir. Merci Alain également d'avoir contribué et d'avoir pu enregistrer ce podcast pour nous. On se retrouve la semaine prochaine pour débriefer tout ça et dimanche dans le fauteuil. Très bonne semaine de NFL à toutes et à tous. Des bisous. Ciao. Analyse, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tel gâteau risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Procast Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit.